Bonjour et bienvenue sur sudouest.fr pour ce premier rendez-vous de décryptage de l'actualité. Il y en aura d'autres qui suivront et deux décrypteurs à mes côtés. Yves Arté, directeur adjoint de la rédaction, bonjour, et Jefferson Bonjour. Desport, journaliste politique. Et bon, on va Bonjour. parler politique, justement, essentiellement. C'est la grande actualité du moment. On va commencer par la réforme du travail. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, reçoivent les syndicats. Ils préparent leur grande réforme du Code du travail. On peut imaginer que le président Macron joue une partie de son quinquennat sur cette réforme. On sait que beaucoup s'y sont cassés les dents, notamment ici à Bordeaux, Alain Juppé, on le sait bien. Jefferson Desport, ça s'annonce compliqué? Alors vous le savez, Emmanuel Macron veut aller vite sur ce terrain-là. Son calendrier est serré, il l'a annoncé. D'après ce que l'on sait, ça y on irait vers une grande concertation jusqu'à la mi-juin, ensuite une loi d'habilitation durant l'été et la ratification des ordonnances courant septembre. C'est ce qui s'appelle mener les négociations Au pas de charge. Clairement au pas de charge, c'est exactement ça. Le tout, espère le chef de l'État, sans brusquer les partenaires sociaux. Vous voyez, l'équation est compliquée, elle n'est pas simple et c'est la raison pour laquelle il a reçu dès hier en face à face avec son conseiller social les organisations syndicales, une par une, pour leur fixer ses intentions, rappeler le cap et surtout leur apporter ce qu'il appelle de la considération. Le mot est de l'Élysée, c'est important parce que tout le monde sait que les blessures de la loi El Khomri sont encore vives et s'il ne veut pas que le débat soit totalement parasité et s'exposer à un nouveau front social, il doit à minima renouer le contact. C'est fait, mais c'est pas gagné pour autant. On sait que Manuel Valls s'était mis la CFDT dans la poche, Yves Arté, mais ça n'a pas suffi. Il y avait quand même les gens dans la rue contre la loi El Khomri. Est-ce que Emmanuel Macron risque d'avoir le même scénario? Tout va dépendre de la façon dont maintenant, après le président de la République, le Premier ministre va arriver à dialoguer avec les syndicats. Ce qui, quand même, il faut noter, c'est la différence essentielle, c'est que la loi El Khomri a été amenée tout à fait en fin de quinquennat, accusée à juste titre pour de fausses raisons. Elle n'était pas dans le programme de François Hollande, c'est sûr. Ça a été une surprise. Il y avait déjà tout un passif qui tenait à la fracture du gouvernement entre Frondeur et François Hollande, qu'ils avaient pris comme tête de turc pour une vengeance à Martine Aubry. Bref, il y avait quand même tout un contexte qui n'était pas favorable à une relation apaisée avec les syndicats. Là, la situation est tellement différente. On ne peut pas dire que Macron a oublié de mentionner ça dans son programme. Il en a fait un de ses arguments de campagne, même pratiquement. Non seulement l'argument de campagne, c'est la pierre de taille de l'ensemble de sa candidature. Et non seulement il en a fait la pierre de taille, mais en plus, quand on lui a demandé d'aménager un peu pour voir s'il ne pouvait pas éventuellement faire une ouverture vers l'autre partie de la gauche, il a déclaré honnêtement qu'il ne le ferait pas et qu'il n'était hors de question. Donc je pense que le pari de Macron, que pour l'instant, il a tout gagné, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais il a 5 paris à gagner, il en a déjà rempli 3, c'est quand même pas mal. Là, il a la législative. Là, il reste les législatives. Et après, la loi de travail. Et il reste la loi de travail sans mettre personne dans la rue. Donc, bon, déjà, 3 paris. C'est pas simple. C'est pas simple, mais 3 paris gagnés. 3 paris gagnés avec quand même une audace, un culot et finalement assez de courage. On peut imaginer que ça puisse se passer différemment qu'avec Valls. Est-ce que ça suffira? Là, ça, c'est l'autre problème. C'est l'autre problème parce que tout dépend de la façon dont les syndicats, et singulièrement la CGT, considérera le cas Macron. Deuxième sujet, deuxième grande loi, on a parlé de la loi travail, maintenant on va parler de la moralisation de la vie publique portée par François Bayrou. Le moins qu'on puisse dire que ça commence pas très bien concernant la moralisation, avec aujourd'hui un article du Canard enchaîné qui épingle Richard Ferrand, le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires et bras droit d'Emmanuel Macron. C'est une histoire un peu compliquée, on va la faire courte. En fait, Richard Ferrand était directeur général des mutuelles de Bretagne. Il a loué en 2011 des locaux à sa compagne, alors que cette dernière n'était pas encore propriétaire des lieux. Ça lui a permis de faire un gros bénéfice. C'est pas du tout illégal, il n'y a rien d'illégal, mais incontestablement, sa femme a bénéficié de cette situation. Est-ce que c'est un coup dur? Est-ce que ça peut vraiment être quelque chose de difficile pour La République En Marche, même pour les législatives? Ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire tombe mal. Là, un des arguments de campagne d'Emmanuel Macron, c'était à la fois le renouvellement et aussi la probité. Bon, son alliance avec François Bayrou reposait exclusivement sur cette loi de moralisation de la vie publique. François Bayrou en a fait la condition sine qua non de cette alliance. C'est désormais sur les rails. Maintenant, politiquement, on voit que le Front National s'en est déjà emparé. Marine Le Pen a déjà posé la question de la démission de Richard Ferrand. On imagine mal la droite, après l'épisode du Penelope Gate,
ne pas aussi prendre la balle au bon et attaquer sur ce terrain-là. On a déjà entendu Éric Ciotti, le député LR, qu'on connaît bien, qu'on a vu sarkozyste et puis filloniste de premier plan, lui aussi demander l'ouverture par le PNF, le parquet national financier, d'une enquête préliminaire. Or, cet après-midi, le PNF a indiqué qu'il n'ouvrira pas d'enquête. Néanmoins, au-delà de cette affaire, on voit que cette loi de moralisation de la vie publique est plus que jamais nécessaire. Ouais, mais est-ce que, alors Matignon le défend, hein, voilà, Matignon l'a défendu, Matignon l'a défendu aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que Emmanuel Macron doit pas dire tout de suite, justement parce qu'il a fait de la moralisation de la vie politique, voilà, un des points forts de sa campagne, est-ce qu'il doit pas dire, bah, tant pis, Richard Ferrand. Mais moi, de mon point de vue, il ne s'agit pas qu'il ait tort ou raison. Il y a quelque chose qui d'irréversible s'est passé. C'est ainsi, alors on peut le regretter, mais il s'agit plus simplement maintenant dans une attitude de probité exemplaire. Il s'agit des paragons de vertu. Alors, on peut dire que c'est trop. On va trop loin. On peut dire qu'on va trop loin. Moi, je trouve que c'est absolument nécessaire et c'était inévitable dans un renouvellement complet d'aujourd'hui, grosso modo, de l'appareil politique, même bien que je n'aime pas ce terme, de l'appareil politique dans sa totalité. Parce que ce n'était pas. On est dans le même cas de figure, on ne peut que François Fillon. Il ne s'agit pas de savoir si c'est illégal. Il s'agit de savoir si c'est moralement condamnable et si les Français peuvent l'accepter ou pas. Et ça va être difficile à accepter pour les Français. On voit bien qu'il a profité de cette situation, même si ce n'est pas illégal. Il y a une première contradiction. N'oubliez pas que Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre, n'a pas signé la loi sur la transparence. Il était lui aussi face à une contradiction sur ce point-là. Il dit qu'il préfère des règles claires à l'Inquisition. Néanmoins, il n'avait pas fait. Est-ce que ce genre d'affaire peut avoir un impact sur les législatives? Est-ce que ça peut jouer? Ça, c'est une autre. Ou alors, voilà, s'il y en a deux ou trois de plus. Je ne pense pas que ça jouera. Il y a, me semble-t-il, hein, je peux être démenti dans 15 jours très facilement, mais il me semble qu'il y a un mouvement de fond. Un mouvement de fond qui dit, bon, ce type-là est maintenant à l'Élysée, il faut lui donner les moyens d'appliquer le programme pour lequel finalement il a été élu. Quoi qu'on en pense, il a été bien élu. Quoi qu'on dise, il a été bien élu. C'est le président le mieux élu de la 5e, excepté Jacques Chirac. Maintenant, en revanche, je pense que la situation de Ferrand va être très compliquée. Je ne sais pas comment il va pouvoir, on pourra le maintenir. Je pense qu'il y a également une chance qui va arriver, une porte ouverte finalement, c'est qu'il a été dit que des ministres rentreraient après les législatives, on verrait jusqu'où irait l'ouverture. On va en parler, Y aura-t-il un remplacement? Je n'en sais rien, mais je fais comme je fais l'excellente transition. Excellente transition, merci Yves. Voilà, justement, on allait en parler, c'est notre troisième thème. Mais voilà, les législatives, puisque le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a annoncé que l'exécutif voulait faire entrer des personnalités de droite, davantage de personnalités de droite au gouvernement après les législatives. Hein. On imagine que c'est un moyen de déstabiliser encore plus la droite, qu'il a quand même été. Ils ont pris un sacré coup par Emmanuel Macron. De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que de qui doit se méfier Emmanuel Macron? Du Parti Socialiste, pas vraiment. Il est plus que jamais miné par les divisions, totalement sonné par l'échec de Benoît Hamon à la présidentielle avec ses 6%. Du coup, il doit évidemment continuer à déstabiliser la droite. Il a commencé avec 3 prises de guerre, Édouard Philippe à Matignon, Bruno Le Maire à Bercy et Gérald Darmanin qui est rattaché à Bercy au ministère de l'Action et des Comptes Publics. Donc du coup, ils annoncent aujourd'hui vouloir prendre de nouvelles têtes à droite pour droitiser un peu plus leur gouvernement. C'est une annonce, ça peut jouer pour déstabiliser un peu plus. Maintenant, on verra. N'oubliez pas qu'on est sur un gouvernement resserré. C'est d'abord ça l'idée. 18 ministres, 4 secrétaires d'État. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Oui, ça sera quelques têtes de plus, de toute façon. Ils ne vont pas pouvoir faire rentrer 10 personnes de plus. En tout cas, c'est l'esprit qui devait prévaloir jusque-là. Ça, à voir. Hein. Oui, à voir, mais on est parti sur un gouvernement resserré, mais on sait que ça peut il sera certainement plus resserré que les précédents, ce qu'on avait l'habitude de voir. Pour autant, on va se heurter très rapidement à un principe du réel. Je veux dire que les ministres... On sera pratiquement dans ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des secrétaires d'État qui vont arriver, que ces secrétaires d'État vont donner une coloration. Et pour répondre plus précisément à la question que posait Bruno, oui, naturellement, il s'agit de déstabiliser la droite. Est-ce qu'elle l'a déjà vraiment été? Pas assez de mon point de vue, pas assez de mon point de vue, pas assez du point de vue de Macron, si je me mettais dans la tête de Macron. Je pense que Macron a non pas une stratégie, un objectif qui est très clair, qui est très simple. Il veut dynamiter totalement le champ actuel de ce qui est la représentation politique française. C'est ainsi. Il ne faut pas oublier que Macron a été extrêmement impressionné et dévasté par le spectacle qui s'est offert à lui quand il est rentré dans la politique. On ne le sait peut-être pas, mais c'est ainsi. Et il a décidé, s'il devait s'engager, que lui, président, ou réussissant à être président, il ne ferait pas ce qu'il voyait sous ses yeux, c'est-à-dire des petits jeux d'appareil politique au sein même du gouvernement, et tout cela, quelque chose qu'il a... D'ailleurs, c'est très clair parce que les candidats En Marche sont tous engagés à appuyer le programme et faire cette annonce maintenant. Est-ce que c'est pas aussi essayer de récupérer encore davantage de voix de droite, hein, sachant qu'on a bien vu qu'effectivement à l'élection, il avait quand même davantage de voix. Non, je ne pense pas, parce que je ne sais pas ce qu'en pense Jeff, mais je crois que le paradoxe du paradoxe, c'est que Macron aujourd'hui est
davantage inspiré par la droite et apprécié par la droite que par la gauche. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Alors qu'il vient quand même de la gauche à la base. Mais, Et que son programme, si on le juge à l'aune, comment dire, européenne, est finalement un programme de gauche classique, quoi, enfin, de la gauche européenne, social-démocrate classique. En tout cas, on peut dire juste un point, c'est que le mal est déjà fait à droite. Quand vous entendez Jean-Pierre Raffarin dire qu'il veut des députés de droite et du centre constructifs à l'égard du programme présidentiel, il y a quand même de sacrées passerelles qui sont tendues. Et que Larcher dit que lui, ça fait très longtemps qu'il est constructif. On se demande où ils vont s'arrêter dans la construction. J'imagine que ce sera de la pas le château. Et de la reconstruction, effectivement, la reconstruction, ça sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous les deux. Voilà, c'est une première, mais c'était bien pour une première. Et il y en aura d'autres qui suivront les semaines prochaines. Merci beaucoup.